Le microphone bourdonnait, un son grave et chargé d'attente qui emplissait l'auditorium caverneux. Je serrais les côtés du pupitre, mes jointures blanches. Des milliers de visages se fondaient les uns dans les autres, une mère de parents fiers et de frères et sœurs ennuyés. Je souris, le sourire parfait et bien répété de la lauréate. Je ne serais pas ici sans le soutien indéfectible de ma famille, commençai-je, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Mes parents, qui m'ont appris la valeur du travail acharné, et mon frère, qui m'a appris la résilience. Depuis le 3e rang, je vis ma mère éponger une larme de son œil, une petite performance parfaite. Puis je vis mon frère, Léo. Il ne souriait pas. Il me fixait, le visage pâle de fureur. Il se leva. Le mouvement fut si brusque qu'il provoqua une vague de murmures dans la foule. « Je ne peux plus te laisser mentir !» cria-t-il, sa voix se brisant, mais portant avec une clarté choquante. Un hoquet de surprise parcourut l'auditorium. Mon sourire se figea. Le doyen fit un pas vers moi. Mon père était à moitié levé de son siège, le visage pourpre, mais tout ce que je pouvais voir, c'était mon frère, debout là comme un fantôme au festin, prêt à tout réduire en cendres. Et le plus terrifiant, il avait raison, je mentais. Et mon mensonge était sur le point de devenir bien plus grand. Avant de continuer l'histoire, s'il vous plaît, abonnez-vous. J'ai besoin d'atteindre 1000 abonnés pour pouvoir continuer à vous proposer des histoires comme celle-ci chaque jour. Ce n'est qu'un clic pour vous, mais cela signifie beaucoup pour moi. Ma famille fonctionne sur un système simple d'astrophysique. Mon frère, Léo, est le Soleil, une étoile éblouissante, instable et parfois brillante autour de laquelle tout et tout le monde doit orbiter. Mes parents sont les planètes, prises dans son attraction gravitationnelle, leur existence entière étant dédiée à refléter sa lumière et à absorber ses éruptions solaires. Et moi, Lisa, je suis une lune lointaine et utilitaire. Mon travail consiste à être stable, prévisible et à gérer les marées, spécifiquement les marées financières et émotionnelles que l'orbite chaotique de Léo soulevait constamment. J'étais la responsable, la bonne, celle qui ne causait jamais de problème. Ce n'était pas un compliment, c'était une description de poste. Dès l'âge de 6 ans, j'étais la gestionnaire de crise désignée. Quand Léo, dans un accès de crise artistique à 17 ans, décida d'expérimenter le monde et se retrouva coincé dans un autre état sans argent, ce sont mes économies d'un job d'été au restaurant local qui payèrent son billet de bus pour rentrer. Mes parents n'avaient pas l'argent. Ils venaient de donner plusieurs centaines de dollars à Léo pour son voyage de découverte de soi. À son retour, il fut loué pour son courage. J'eus droit à une tape sur la tête pour avoir été si sensé. Ce schéma se répéta avec une régularité vertigineuse. Il y eut la fois où il eut besoin d'un nouvel ordinateur portable pour son cours de design graphique au collège communautaire, un cours qu'il abandonna 3 semaines plus tard. L'argent provenait d'un fonds que je constituais méticuleusement pour mes propres dossiers d'inscription à l'université. « Il en a besoin pour son avenir, Lisa », m'avait expliqué ma mère, sa voix douce et raisonnable. « Tu es si intelligente, tu auras des bourses. C'est différent pour lui. C'est un créatif. » Être un créatif dans ma famille était une carte, sortie de prison, pour tout comportement irresponsable. Cela signifiait qu'on n'attendait pas de vous que vous conserviez un emploi, payiez vos propres factures ou finissiez quoi que ce soit que vous commenciez. Mon rôle, en tant que non créative, était d'être le sponsor silencieux et sans plainte de cet état perpétuel de devenir. Mon petit ami, Marc, fut la première personne à regarder notre portrait de famille et à remarquer que l'une des figures soutenait toutes les autres. C'était un ingénieur, un homme qui croyait en la logique, les tests de résistance et une solide intégrité structurelle. Notre famille, observa-t-il un jour tranquillement, après un dîner de fête particulièrement épuisant, était construite sur des fondations de sable mouvant émotionnel. « Ils ne te demandent pas les choses, Lisa », avait-il dit alors que nous rentrions en voiture. « Ils les prennent, tout simplement. Et ils t'ont entraîné à les leur donner avec un sourire. Je les avais défendus, bien sûr. C'était un réflexe. « Tu ne comprends pas », avais-je dit. « C'est juste notre façon d'être. Nous nous soutenons les uns les autres. » Mais le mot « soutien » sonnait creux. C'était une rue à sens unique, et j'étais la seule à payer le péage. La vérité, c'est que j'étais moins une lune qu'un distributeur automatique de billets humains, et ma famille avait depuis longtemps oublié que le code PIN était censé être un secret. Ils supposaient simplement que c'était leur droit de faire des retraits quand bon leur semblait, et j'étais trop fatiguée, trop conditionnée, trop désespérée d'obtenir leur approbation pour jamais refuser la transaction. Le chemin vers mon discours de lauréate était pavé de nouilles instantanées et de nuits blanches. Mes parents avaient fait grand spectacle en promettant de m'aider pour mes frais de scolarité universitaire. Ils l'avaient annoncé lors d'une réunion de famille, levant leur verre à « notre brillante fille, Lisa,
qui va tous nous rendre si fiers. Les applaudissements furent chaleureux, et pendant un instant, je ressentis une lueur de fierté familiale authentique. La lueur s'estompa rapidement. Le premier paiement des frais de scolarité arriva à échéance, et quand je le rappelai gentiment à mon père, il parut embarrassé. « Oh, c'est vrai, dit-il en se frottant la nuque. Écoute, chérie, quelque chose est arrivé. On est un peu juste ce mois-ci. » Le quelque chose, c'était Léo. Il avait décidé, avec la conviction soudaine et inébranlable d'un prophète, qu'il devait construire un studio d'enregistrement insonorisé dans notre sous-sol pour produire son premier album. Cela impliquait de la mousse insonorisante coûteuse, une nouvelle table de mixage et un microphone vintage qu'il prétendait essentiel pour son unique. L'argent de mes frais de scolarité, s'avéra-t-il, avait été réaffecté comme financement de départ pour sa carrière musicale. « C'est un investissement dans son avenir », expliqua ma mère, ses yeux me suppliant de comprendre. « Une fois que son album décollera, il pourra te rembourser 10 fois. » Je n'eus pas le cœur de lui dire que le talent musical de Léo était, pour le dire gentiment, de niche. Il consistait principalement à le voir scander de la poésie beat sur des accords de guitare dissonants. Alors, j'ai contracté des prêts. J'ai pris un deuxième emploi, donnant des cours de soutien en calcul aux étudiants de première année entre mes propres cours et un poste de serveuse le week-end. Ma vie devint un exercice soigneusement calibré de gestion du temps et de consommation de caféine. Pendant que Léo était au sous-sol à trouver son son, j'étais à la bibliothèque, me frayant un chemin à travers les manuels de chimie organique, l'estomac gargouillant parce que j'avais sauté le dîner pour corriger des copies. L'ironie était suffocante. Ils m'appelaient l'intelligente, la responsable, et pourtant ils avaient créé une situation où je devais travailler 2 fois plus dur juste pour rester à flot, tout cela pendant que le moindre caprice de mon frère était subventionné. Mon succès était tenu pour acquis, un résultat attendu. Son manque de succès était une lutte romantique, une bataille héroïque contre un monde qui ne comprenait tout simplement pas son génie. Il m'appelait à toute heure. « Lisa, chérie, la voiture de Léo est en panne. Il en a besoin pour aller à sa soirée micro ouvert. C'est une grande opportunité pour lui. Pourrais-tu éventuellement… » « Lisa, la facture d'électricité est exorbitante à cause du matériel de studio. Nous sommes un peu dans le pétrin. » Chaque appel était une petite coupure de papier, une ponction minuscule sur mes ressources déjà épuisées. J'ai payé la réparation de la voiture. J'ai envoyé de l'argent pour la facture d'électricité. Je suis devenue une experte dans l'art de jongler avec les cartes de crédit et de déshabiller Pierre pour habiller Paul, sauf que Paul était mon frère. Et il ne remboursait jamais, jamais Pierre. Marc observait tout cela avec une inquiétude grandissante. Il m'apportait à manger à la bibliothèque, le visage empreint de soucis. « Ce n'est pas tenable, Lisa, » disait-il, en poussant un récipient de pâtes vers moi. « Tu vas t'épuiser. » Je secouais simplement la tête, trop fatiguée pour argumenter. « C'est presque fini, » lui disais-je. « Une fois que j'aurai mon diplôme, les choses seront différentes. » Mais au fond de moi, j'étais terrifiée à l'idée qu'elles ne le seraient pas. J'étais dans une roue de hamster, et obtenir mon diplôme ressemblait moins à une évasion qu'à une simple mise à niveau de la roue vers un modèle plus avancé et plus épuisant. Le point de rupture, la minuscule fissure qui allait finalement faire voler en éclats toute la façade, survint 1 semaine avant la remise des diplômes. C'était un mardi. Je venais de terminer mon dernier examen final, et je ressentais un mélange vertigineux d'épuisement et d'euphorie. Pour la première fois en 4 ans, j'avais l'impression de pouvoir respirer. J'étais assise dans mon minuscule appartement, que je partageais avec 2 autres filles, en train de faire une liste. Une liste heureuse, robe de remise des diplômes, chaussures, une coupe de cheveux, de petites choses normales que j'avais reportées pendant des mois. C'est alors que mon téléphone sonna. C'était ma mère. Sa voix était chargée d'une panique fabriquée que je ne connaissais que trop bien. « Lisa, Dieu merci, tu réponds, » commença-t-elle. « C'est Léo. Il a eu un terrible contretemps. » Je fermais les yeux, ma liste heureuse oubliée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Son ordinateur portable est mort. Celui avec toute sa musique, toutes ses paroles, tout est complètement perdu. Le type du magasin a dit que c'était irrécupérable. Il est anéanti. Il dit que toute sa carrière est ruinée. Je pris une lente inspiration. J'avais entendu cette histoire exacte, avec de légères variations, au moins 3 fois auparavant. Il y avait toujours une panne de matériel catastrophique, toujours à la veille d'une prétendue percée. « C'est terrible, maman, » dis-je, ma voix plate. « Mais il peut écrire de nouvelles chansons. »« Tu ne comprends pas, » insista-t-elle, sa voix s'élevant. « C'était son chef-d'œuvre. » Et il a une chance de rencontrer un vrai producteur de musique la semaine prochaine, un ami d'un ami. Il doit avoir une démo professionnelle. Il a besoin d'un nouvel ordinateur portable, Lisa. Un très bon.
le genre que les professionnels utilisent. Puis vint l'argumentaire. Celui dont il a besoin coûte 3000 $. Ton père et moi, nous avons raclé tous les fonds de tiroir. Mais il nous manque encore quelque chose. Nous avons besoin de 2000 $, chérie. Juste jusqu'à la prochaine paie de ton père. 2000 $. Le chiffre était si absurde, si audacieux, qu'il en était presque drôle. C'était le montant exact que j'avais économisé pour un dépôt de garantie sur un nouvel appartement, mon premier vrai chez moi, un endroit sans colocataire, un endroit où personne ne mangerait mon yaourt dans le frigo. C'était mon fonds d'évasion, et il le savait. J'avais parlé à ma mère de ma recherche d'appartement la semaine dernière, la voix pleine d'excitation. À l'époque, elle avait semblé si heureuse pour moi. Maintenant, je réalisais qu'elle n'avait pas entendu « Lisa prend son propre appartement ». Elle avait entendu « Lisa a 2000 $ d'économie ». Pour la première fois de ma vie, un seul mot puissant monta des profondeurs de mon âme. C'était un mot que j'avais ravalé 1 millier de fois, un mot que j'avais été conditionnée à croire être l'incarnation de l'égoïsme. « Non », dis-je. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. C'était un silence rempli de choc, d'indignation et du son d'une machine bien huilée qui s'arrête brusquement. « Qu'est-ce que tu as dit ?» murmura finalement ma mère, comme si elle n'avait pas pu m'entendre correctement. « J'ai dit non, maman, je ne peux pas. J'ai besoin de cet argent pour mon appartement. » Je me préparais à l'explosion. L'explosion n'est pas venue. Ce qui est venu fut pire. C'était le froid glacial et silencieux d'un hiver émotionnel. Ma mère n'a pas crié. Elle a juste soupiré, un son long et plaintif, rempli d'arias de déception. « Je vois, » dit-elle, sa voix tombant à un murmure blessé. « Après tout ce que nous avons fait pour toi. Alors que ton frère est en crise. Je n'aurais jamais pensé que tu pouvais être si égoïste, Lisa. » Elle raccrocha avant que je puisse répondre. C'était leur stratégie. Pas une guerre ouverte, mais une campagne d'usure psychologique. Les jours suivants furent une leçon magistrale d'agression passive. Mon père ne m'a pas appelé en hurlant. Il m'a juste envoyé un seul texto. « Ta mère est très blessée par ton attitude. » Ma tante Carole, la sœur de ma mère et son lieutenant en chef, m'appela ensuite. « Lisa, ma chérie, » dit-elle, sa voix suintant l'inquiétude. « Ta mère m'a dit que vous aviez eu une petite prise de bec. Tu connais ton frère. C'est une âme sensible. Et tes parents s'inquiètent tellement pour lui. Tu as toujours été la forte. Ne peux-tu pas simplement les aider cette fois-ci » Cette fois-ci, l'expression était si ridicule qu'elle m'en donnait le vertige. Ma vie entière avait été une série de « cette fois-ci ». J'étais la forte désignée de la famille, ce qui était un code pour celle qui était censée porter n'importe quel fardeau sans se plaindre. Ma force n'était pas une vertu, c'était un service. Puis vint l'appel de Léo lui-même. Il n'y avait aucune supplique, aucune tristesse, juste de la rage pure, brute. « Tu essaies de ruiner ma vie ?» hurla-t-il au téléphone, la voix rauque. « C'était ma seule grande chance, et tu es trop radine et égoïste pour aider ton propre frère. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu n'es qu'une petite comptable amère et ennuyeuse, et tu ne supportes pas que ce soit moi qui ai le talent. » Les mots étaient destinés à blesser, et ils le firent. Mais ils firent aussi autre chose. Ils clarifièrent les choses. Le brouillard de culpabilité et d'obligation qui avait obscurci ma vision pendant des années commença à se dissiper. Il ne me voyait pas comme une sœur, il me voyait comme un obstacle. Mon succès n'était pas quelque chose dont il fallait être fier, c'était une insulte à son manque de succès. Mon refus de financer son dernier caprice n'était pas une limite personnelle, c'était une déclaration de guerre. J'étais assise dans mon appartement, le silence résonnant à mes oreilles après que Léo m'eut raccroché au nez quand Marc arriva. Il me trouva en train de fixer un mur blanc, mon téléphone serré dans ma main. Il ne dit rien au début. Il posa juste une main réconfortante sur mon épaule. « Qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois ?» demanda-t-il doucement. Je lui racontai tout. L'appel, les 2000 $, les accusations, la culpabilité. Quand j'eus fini, il hocha simplement la tête. « Bien », dit-il. Je le dévisageai. « Bien ? Qu'est-ce que tu veux dire, bien ?»« Tu as dit non, » répondit-il, un petit sourire aux lèvres. « Tu as enfin dit non. C'est le premier pas. Maintenant, tu dois juste tenir bon. » Il avait raison. J'avais fait le premier pas dans un territoire nouveau et terrifiant, ma propre vie. Le problème, c'est que ma famille était déterminée à me ramener de l'autre côté de la frontière par tous les moyens nécessaires. La semaine précédant la remise des diplômes était censée être un tour d'honneur, une célébration de 4 années d'efforts acharnés. Au lieu de cela, j'avais l'impression de naviguer dans un champ de mine familial. Mes parents avaient intensifié leur campagne, passant des regards froids à un traitement silencieux complet, ponctué de soupirs et d'airs de martyr,
chaque fois que j'étais dans la même pièce. Ils avaient accepté de venir à ma remise de diplôme, mais ils donnaient l'impression d'entreprendre un grand et douloureux pèlerinage pour moi. « Bien sûr que nous serons là, Lisa », avait dit ma mère au téléphone, sa voix dégoulinant de la magnanimité d'une reine accordant une faveur à un sujet déloyal. « Nous ne manquerions ça pour rien au monde. Nous espérons juste que ton discours sera approprié. » L'implication était claire. Sois reconnaissante. Ne fais pas de scène. Fais comme si tout était parfait. J'étais assise à mon bureau, fixant le discours que j'étais censée prononcer. C'était celui que le département des relations publiques de l'université avait approuvé, une collection fade et joyeuse de platitudes. Il remerciait le corps professoral, célébrait l'esprit de recherche et se tournait vers un avenir radieux. C'était un beau discours, c'était aussi un mensonge complet. Comment pouvais-je me tenir là et parler de soutien et de gratitude alors que ma propre famille essayait activement de saboter mon avenir? Comment pouvais-je sourire et les remercier alors qu'ils venaient de me traiter d'égoïste et d'amère pour avoir refusé de leur donner l'argent de mon loyer? L'hypocrisie était un poids physique dans ma poitrine. J'ouvris un nouveau document sur mon ordinateur et, juste pour moi, juste pour évacuer le poison, je commençais à écrire un discours différent. Le discours de la vérité. J'écrivis sur ce que c'était que d'être l'adulte désigné de la famille depuis l'âge de 6 ans. J'écrivis sur les prêts qui n'avaient jamais été remboursés, les rêves qui avaient été reportés, la pression constante et écrasante d'être la responsable pour que tous les autres puissent être libres. J'écrivis sur la douleur d'être qualifiée d'égoïste pour avoir enfin fait passer mes propres besoins en premier. Je n'utilisais pas de nom, je n'utilisais pas de langage colérique et accusateur. J'exposais simplement les faits, les chiffres froids et durs, et les moments silencieux et douloureux. Les mots jaillirent de moi, un torrent de frustration réprimée et de colère juste. C'était brut, c'était douloureux, et c'était la chose la plus honnête que j'ai jamais écrite. Quand j'eus fini, je le relus, le cœur battant. C'était une déclaration d'indépendance. C'était une lettre de suicide pour la personne que j'étais, la fille qui aurait tout fait pour maintenir la paix. Je sauvegardais le fichier sous le nom « Ne pas s'utilisaire » et fermais mon ordinateur portable, les mains tremblantes. Bien sûr, je ne prononcerai jamais ce discours. C'était impensable. Ce serait une bombe nucléaire explosant au milieu d'un agréable pique-nique familial. Mais l'écrire m'avait semblé percer un abcès. Pour la première fois, je m'étais autorisée à exprimer toute l'étendue de l'injustice, et c'était libérateur. Je prononcerais le discours sans risque. Je sourirais, je les remercierais, et je jouerais mon rôle, comme je l'avais toujours fait, mais je saurais, et ils sauraient que je savais. Peu être, juste peu être, que cela suffirait. Le jour de la remise des diplômes se leva, clair et ensoleillé, une toile de fond parfaite pour le mélodrame que ma famille avait prévu. Ils arrivèrent à mon appartement pour m'aider à me préparer, ce qui était leur code pour s'assurer que j'étais suffisamment rongée par la culpabilité avant l'événement principal. Ma mère ne m'a pas serrée dans ses bras. Elle a juste tripoté le col de ma toge de diplômée, les lèvres pincées en une ligne fine et désapprobatrice. « Tes cheveux ont l'air un peu plats, Lisa, » dit-elle. C'était sa salve d'ouverture. Mon père se tenait maladroitement près de la porte, tenant un sac cadeau. « Une petite quelque chose pour célébrer ton grand jour, » dit-il en évitant mon regard. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée de notre famille, prise à Noël dernier. Nous sourions tous, une famille parfaite et heureuse. On aurait dit un accessoire de théâtre, une pièce à conviction d'une scène de crime. « Merci », dis-je, la voix creuse. Léo fut le dernier à arriver. Il s'avachit contre le cadre de la porte, vêtu d'un t-shirt froissé et arborant un sourire narquois. Il me toisa de haut en bas, les yeux pleins d'un étrange mélange de ressentiment et de pitié. « Ne trébuche pas en montant sur scène », dit-il. C'était sa version de « félicitations ». Le trajet en voiture jusqu'à l'université fut une leçon magistrale de guerre psychologique. Ils se parlaient entre eux, mais pas à moi. Ils parlaient du temps, de la circulation, de la nouvelle coupe de cheveux de ma tante Carole, de tout et de n'importe quoi pour créer une bulle de conversation à laquelle je n'étais pas invitée. J'étais une passagère invisible dans ma propre vie. Quand nous arrivâmes, ils trouvèrent leur place au 3e rang, bien en vue. Alors que je passais devant eux pour rejoindre les autres étudiants diplômés, ma mère m'attrapa le bras. Sa poigne était étonnamment forte. « Lisa », murmura-t-elle, sa voix basse et intense, « nous sommes tous si fiers de toi. N'oublie pas qui t'a amené ici. J'espère que ton discours en tiendra compte. » Ce n'était pas un rappel, c'était une menace. Un dernier avertissement pour que je reste à ma place, que je joue le rôle de la fille reconnaissante. Tandis que j'écoutais les remarques liminaires et le discours du doyen, mon esprit s'emballait. J'avais le discours sans risque, le discours approuvé,
glissé dans le dossier devant moi. C'était le choix intelligent, le choix sensé. Mais en regardant la foule, les milliers de familles célébrant une étape authentique, puis en regardant ma propre famille, assise là comme un tribunal attendant de rendre son jugement, quelque chose en moi se brisa. Les années passées à être la forte, à ravaler mes sentiments, à financer leur vie au détriment de la mienne, tout cela se condensa en un seul et terrifiant moment de clarté. Ils ne voulaient pas que je réussisse. Ils voulaient que je serve. Mon succès n'avait de valeur pour eux que dans la mesure où il leur donnait une bonne image ou leur fournissait des ressources. Au moment où je le revendiquais pour moi-même, je devins l'ennemi. Le doyen appela mon nom. Et maintenant, j'ai le grand honneur de vous présenter la lauréate de cette année, une étudiante d'une intelligence et d'un dévouement remarquables, Lisa Myers. Je me dirigeai vers le podium, mes jambes semblant être en plomb. J'ouvris le dossier. Le discours sans risque était dessus. En dessous se trouvait l'autre, le discours de la vérité. Je baissai les yeux vers ma famille. Ma mère m'adressa un sourire crispé, un avertissement. Mon père hocha la tête sèchement. Léo se contenta de fixer, les bras croisés. À cet instant, je fis mon choix. Je pris une profonde inspiration et mis de côté le discours sans risque. Je regardai la mer de visage, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau piégé. Je n'allais pas prononcer le discours de la vérité en entier, le document brut et en colère que j'avais écrit au milieu de la nuit. Je n'étais pas un monstre, mais je n'allais pas non plus prononcer le faux. J'allais marcher sur une corde raide. J'allais dire la vérité, mais dans un langage qu'il ne pourrait pas ouvertement condamner. Le langage du déni plausible. Bon après-midi, chers professeurs, parents et camarades diplômés, commençai-je, ma voix étonnamment stable. On vous dit que l'université est un temps pour apprendre. On apprend l'histoire, la science, l'art. Mais les leçons les plus importantes se déroulent souvent en dehors de la salle de classe. On apprend sur soi-même. On apprend de quoi on est capable. Et on apprend le vrai sens du sacrifice. Je fis une pause, laissant le mot flotter dans l'air. Je vis mes parents bouger sur leur siège. Le sacrifice est un mot que nous entendons souvent, continuai-je. Les parents se sacrifient pour leurs enfants. On nous enseigne que c'est la plus haute forme d'amour. Et j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a tant appris sur le sacrifice. Ils m'ont appris que l'on peut sacrifier son temps, son énergie et ses ressources pour les gens que l'on aime. Les mots étaient beaux, le sous-texte était brutal. Je pouvais sentir la chaleur de leur regard depuis le 3e rang. J'étais censée parler d'eux, mais je parlais de moi. C'est moi qui m'étais sacrifiée. Mes parents m'ont appris la valeur du travail acharné, dis-je, en les regardant directement maintenant. Ils m'ont appris que si l'on veut quelque chose, il faut être prêt à y consacrer des heures, accumuler plusieurs emplois, à se priver, à mettre chaque once de son être dans ses objectifs. C'est une leçon que j'ai prise à cœur. La foule murmura son appréciation. Cela sonnait comme un hommage. Mais ma famille savait que c'était une mise en accusation. Ils n'avaient pas cumulé plusieurs emplois pour moi. Moi, si. Et mon frère, dis-je, ma voix s'adoucissant. Mon frère m'a appris la leçon la plus importante de toutes. Il m'a appris la résilience. Il m'a appris que peu importe combien de fois on tombe, peu importe le nombre d'obstacles sur son chemin, peu importe combien de fois le matériel tombe en panne à un moment critique, il faut trouver un moyen de continuer. Il faut être fort, pas seulement pour soi, mais pour tous ceux qui comptent sur vous pour être le fort. C'est à ce moment que j'ai vu le visage de Léo changer. Le sourire narquois avait disparu, remplacé par un air d'incrédulité, puis de pure rage. Il avait compris. J'avais pris leur récit, leur mythe soigneusement construit de l'artiste brillant et en difficulté, de la famille aimante et solidaire, et je l'avais retourné comme un gant. J'avais exposé la vérité, sans élever la voix, sans verser une larme, sans dire un seul mot que quiconque en dehors de notre petit cercle toxique pourrait interpréter comme une attaque. Je les louais pour les qualités mêmes qu'ils m'avaient imposées. C'était le discours le plus honnête et le plus brutal que j'aurais pu prononcer. Et c'était plus que ce que Léo pouvait supporter. Il se leva, sa chaise raclant bruyamment le sol, et il se mit à crier. « Je ne peux plus te laisser mentir !» Les mots résonnèrent dans le silence soudain et choquant. Toutes les têtes de l'auditorium se tournèrent vers le 3e rang, où mon frère se tenait, tremblant d'une rage qui semblait faire vibrer l'air même autour de lui. La main de mon père était sur son bras, essayant de le faire rasseoir, mais Léo la rejeta. Ma mère semblait s'être changée en pierre, son visage un masque d'horreur et de fureur. Cela ne faisait pas partie du plan. Le plan était que je sois l'accessoire reconnaissant et souriant de leur portrait de famille. Le plan n'était pas que l'autre accessoire prenne vie et se mette à hurler. Sur scène, un calme étrange et profond m'envahit. L'adrénaline disparut, remplacée par une clarté glaciale. C'était le moment de la détonation.
Pendant des années, j'avais vécu dans la peur de ce genre de confrontation, de ce genre de scène publique. J'avais tout fait en mon pouvoir pour l'éviter, me contorsionnant dans n'importe quelle forme qu'ils exigeaient pour maintenir la paix. Mais maintenant que c'était là, je n'avais pas peur. J'étais soulagée. La doyenne, une femme aimable nommée Dr. Albright, s'avança vers le microphone, son visage un mélange d'alarme et de confusion. « Jeune homme, commença-t-elle, la voix ferme. Ceci est tout à fait inapproprié. Veuillez vous asseoir. » Mais je levai la main, l'arrêtant. Je me penchai vers le microphone, les yeux rivés sur ceux de mon frère. « Tout va bien, Dr. Albright, dis-je, ma voix portant dans la salle silencieuse. Mon frère a raison. » Un autre hoquet collectif parcourut le public. Je pouvais voir la confusion sur leurs visages. Ils s'attendaient à ce que je sois humiliée, que j'éclate en sanglots. Ils ne s'attendaient pas à ce que je sois d'accord avec lui. « J'ai menti, » continuai-je, ma voix claire et stable. « Je me suis tenue ici et j'ai parlé de sacrifice et de résilience, et je vous ai tous laissé croire que je parlais du soutien de ma famille pour moi. Mais c'était un mensonge par omission. La vérité, c'est que je parlais de mon sacrifice pour eux. » Le silence qui suivit fut absolu. C'était un silence si profond qu'on pouvait entendre 1 millier de cœurs battre. J'avais leur attention complète et totale. Mes parents semblaient sur le point de s'évanouir. Le visage de mon père était d'une teinte tachetée de rouge, et ma mère serrait son collier de perles comme si sa vie en dépendait. Léo me fixait simplement, la bouche légèrement entr'ouverte, ressemblant à un enfant qui avait allumé un incendie et réalisait seulement maintenant qu'il était piégé dans le bâtiment en flammes. Il avait voulu m'exposer, me réduire au silence par la honte. Au lieu de cela, il m'avait donné la scène. Il m'avait tendu le microphone et un public captif, et il m'avait donné la permission de dire la vérité, et j'allais la saisir. « Alors, avec votre permission, dis-je, mon regard balayant les visages stupéfaits des professeurs et de mes camarades diplômés, j'aimerais terminer mon discours, mais cette fois, sans plus de mensonges. Je les tenais tous, et pour la première fois de ma vie, j'allais raconter mon histoire. La vérité, commençai-je, ma voix résonnant d'une force que je ne me connaissais pas, c'est que j'ai payé presque chaque centime de mes études moi-même. J'ai travaillé 2 emplois, parfois 3. J'ai vécu de nouilles instantanées et de 3 heures de sommeil par nuit. J'ai fait cela parce que le fonds pour l'université que mes parents m'avaient promis a été donné à mon frère pour construire un studio d'enregistrement dans leur sous-sol. Les murmures commencèrent alors, un faible bourdonnement de choc et d'incrédulité. Je ne regardais pas ma famille, mais je pouvais sentir leur regard collectif comme une force physique. Je gardais les yeux fixés sur le mur du fond de l'auditorium, me concentrant sur un unique point de lumière. La vérité, c'est que la carrière artistique de mon frère, son voyage de découverte de soi, a été presque entièrement financée par moi. Pas par des cadeaux, mais par une série de prêts pour des urgences qui n'ont jamais été remboursés. J'ai payé son loyer, ses réparations de voiture, son matériel, ses voyages. J'ai fait cela tout en étant étudiante à plein temps, luttant pour garder ma propre tête hors de l'eau. Je fis une pause, buvant une gorgée d'eau. Ma main était parfaitement stable. Le calme glacial ne m'avait pas quittée. J'avais l'impression de narrer un documentaire sur la vie de quelqu'un d'autre. La semaine dernière encore, continuai-je, ma famille m'a demandé 2000 $ pour un nouvel ordinateur portable pour mon frère. Quand j'ai dit non, parce que j'avais besoin de cet argent pour un dépôt de garantie pour mon premier appartement, on m'a traité d'égoïste. On m'a dit que j'essayais de ruiner la vie de mon frère. On m'a infligé le traitement silencieux, et on m'a dit que je n'étais pas la bienvenue chez eux jusqu'à ce que je change d'attitude. Le bourdonnement dans la foule s'intensifia. Les gens se tournaient pour regarder ma famille, leurs expressions un mélange de pitié et de dégoût. Ma famille n'était plus un tribunal. Elle était une pièce à conviction. Pendant des années, on m'a dit que j'étais la forte, la responsable. On m'a appris que mon rôle était d'être le socle stable, sur lequel le tempérament artistique de mon frère pouvait s'épanouir. Mes succès étaient attendus, ses échecs étaient romancés. Mes rêves étaient secondaires. Ses caprices étaient des urgences. Je m'autorisais enfin à les regarder. Ma mère pleurait ouvertement, mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de rage et d'humiliation. Mon père avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Et Léo avait l'air brisé. La colère s'était drainée de lui, remplacée par un air de dévastation totale. C'est lui qui avait commencé, mais il n'avait aucune idée de comment cela finirait. Alors oui, mon frère avait raison, dis-je, ma voix s'adoucissant légèrement. Je mentais. J'allais me tenir ici et prétendre être la fille reconnaissante d'une famille solidaire, parce que c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Prétendre, maintenir la paix. Mais la paix était un mensonge, et elle était maintenue à mes dépens.
La vérité, c'est que je ne suis pas le produit de leur soutien. Je suis une survivante de leur exploitation. Je regardais mes camarades diplômés. La plus grande leçon que j'ai apprise dans cette université est la suivante. Votre valeur n'est pas déterminée par votre utilité pour les autres. Vos rêves ne sont pas secondaires. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter de maintenir la paix et de commencer à dire la vérité. Je reculai du podium. Pendant un instant, il y eut un silence absolu. Et puis, quelqu'un se mit à applaudir. Puis un autre, jusqu'à ce que tout l'auditorium, moins 3 personnes au 3e rang, se lève dans une ovation debout tonitruante. Les suites furent un enchaînement de moments surréalistes. Le docteur Albright, la doyenne, fut instantanément à mes côtés, son bras autour de mes épaules. Elle n'avait pas l'air en colère, elle avait l'air farouchement protectrice. 2 agents de la sécurité du campus escortaient calmement mais fermement ma famille hors de l'auditorium. Ma mère gémissait, un son aigu et théâtral. Mon père était impassible, refusant de croiser le regard de qui que ce soit. Léo ressemblait à un fantôme, pâle et immatériel, se laissant emmener sans un mot. L'ovation debout continua pendant ce qui sembla une éternité. Mes camarades diplômés applaudissaient, certains pleuraient. C'était comme si j'avais donné voix à une vérité tacite pour eux tous. Marc fut la première personne à m'atteindre alors que je descendais de la scène. Il m'a simplement enveloppée dans une étreinte, et je me suis laissée aller contre lui, le calme glacial commençant enfin à fondre, remplacé par un tremblement de choc. « Tu as été incroyable !» me chuchota-t-il à l'oreille. « Absolument incroyable !» Dans le bureau de la doyenne, les choses devinrent encore plus surréalistes. Le docteur Albright me versa une tasse de thé, ses mains tremblant légèrement. « En 20 ans en tant qu'éducatrice, dit-elle, je n'ai jamais rien vu de tel. Cela a demandé un courage que je ne peux même pas imaginer. Elle me dit de ne m'inquiéter de rien. L'université s'occuperait de la presse, s'il y en avait. Il me soutiendrait de toutes les manières possibles. » Il était clair, d'après son ton, qu'elle en avait assez vu en ces quelques minutes pour comprendre toute la dynamique. Ma famille n'avait pas seulement été perturbatrice, leur comportement avait été une confirmation de tout ce que j'avais dit. Mon téléphone, que j'avais laissé à Marc, était une zone de guerre. Il y avait des dizaines d'appels manqués et un flot de messages textes. C'était un mélange chaotique de rage et d'incrédulité. De ma mère, « Comment as-tu pu nous faire ça? Tu nous as humiliés devant tout le monde. Tu n'es pas ma fille. » De mon père, « Tu as fait une terrible erreur. Tu le regretteras. » De Léo, « Je te déteste. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. » Et puis, il y avait les messages de ma famille élargie, les tantes, les oncles et les cousins qui avaient été nourris du récit de mes parents pendant des années. La plupart étaient des variations sur un même thème. « Lisa, que s'est-il passé? Ta mère est hystérique. Tu dois l'appeler et t'excuser immédiatement. » Ils voyaient une scène publique, et leur réponse immédiate et conditionnée était de calmer les choses, de forcer des excuses de la personne qui avait perturbé le statu quo. Peu importait que le statu quo soit pourri jusqu'à la moelle. Mais ensuite, il y eut d'autres messages. Un texto d'une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années. « Et je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il était temps que quelqu'un leur tienne tête. Je suis de ton côté. » Un message vocal d'un vieil ami de lycée qui était dans le public. « Lisa, waouh, je suis sans voix. Et tellement fière de toi. » Assise dans le bureau de la doyenne, sirotant mon thé, je pris une décision. Je parcourus méthodiquement mes contacts et bloquai ma mère, mon père et mon frère. L'acte était simple, presque anodin, mais il me sembla que je sectionnais un membre empoisonné. Les lignes de communication étaient fermées. La guerre des mots était terminée. J'avais tiré le dernier coup, et c'était un boulet de canon. Les jours qui suivirent la remise des diplômes furent un étrange mélange de chaos et de calme. L'histoire devint une petite légende locale, la lauréate qui a tout déballé. Il y eut quelques articles dans le journal local et une rafale de commérages sur les pages Facebook de la communauté. Ma famille, comme je m'y attendais, passa en mode gestion de crise. Ils inventèrent l'histoire d'une fille mentalement instable, sujette à l'exagération et aux crises de nerfs, qui avait fait une dépression nerveuse sur scène. Ils prétendirent m'avoir toujours soutenue et que mon discours était une fantaisie née du stress et de la jalousie envers mon frère, plus créatif. Certaines personnes y crurent. Les parents qui étaient déjà fermement dans le camp de mes parents claquèrent la langue et secouèrent la tête devant mon comportement terrible. Ma tante Carole publia un long message vague sur les réseaux sociaux sur l'importance du pardon et de ne pas laver son linge sale en public, qui m'était clairement destiné. Mais le récit ne prit pas comme mes parents l'avaient espéré. Trop de gens avaient été là,
Ils avaient vu mon sang-froid sur scène. Ils avaient vu l'explosion de colère de mon frère. Ils avaient vu les visages de mes parents, déformés par la rage, pas par l'inquiétude. La preuve visuelle était trop puissante. Ma famille avait bâti sa réputation sur une image soigneusement entretenue de respectabilité de la classe moyenne, et en l'espace de 10 minutes, j'avais réduit cette image en cendres. L'humiliation publique était, pour eux, un sort pire que la mort. Ils devinrent des parias sociaux dans leur propre communauté. Les amis cessèrent d'appeler. Les voisins traversaient la rue pour les éviter. La honte était implacable. Moi, en revanche, je ressentis un profond sentiment de paix. Je déménageai mes affaires de mon ancien appartement pour en emménager un nouveau avec Marc. C'était un petit 2 pièces ensoleillé. Et la première chose que je fis fut d'acheter un nouveau yaourt et de le mettre dans le frigo, sachant avec une certitude absolue qu'il serait là le matin. C'était une petite chose idiote, mais cela ressemblait au luxe suprême. Je commençais mon nouveau travail d'analyste junior dans une société financière. Le travail était stimulant et intéressant, et pour la première fois, je gagnais un salaire qui était entièrement le mien. J'ouvris un compte d'épargne, un fonds de retraite et un fonds de voyage. Je construisais une vie, pas seulement en gérant une crise. Le plus grand changement fut le silence. Pendant des années, ma vie avait été remplie du bruit des besoins de ma famille. Les appels téléphoniques frénétiques, les messages textes calmes, magnifiques et vastes, remplis de possibilités. Je commençais une thérapie, quelque chose pour lequel je n'avais jamais eu le temps ni l'argent auparavant. Ma thérapeute m'aida à déballer les années de manipulation émotionnelle et de gaslighting. Elle me donna un nom pour ce que j'avais vécu, la parentification. J'avais été forcée d'être le parent de mes propres parents et de mon frère, privée de ma propre enfance et adolescence. Comprendre la dynamique n'excusait pas leur comportement, mais cela m'aida à voir que ce n'était pas de ma faute. Je n'étais ni égoïste ni ingrate. J'étais la victime d'un système profondément dysfonctionnel. Et j'avais enfin, de façon spectaculaire, réussi à m'en libérer. J'ai appris les retombées continues pour ma famille, par une sorte de réseau de renseignements de seconde main. Ma cousine, celle qui m'avait envoyé un texto de soutien, m'appelait de temps en temps pour me donner des nouvelles, qu'elle livrait avec une sorte de satisfaction sinistre. L'histoire qu'elle racontait était celle d'un effondrement lent et inévitable. Sans moi comme leur soutien financier et émotionnel, le monde soigneusement construit de ma famille commença à s'écrouler. Léo fut le premier à tomber en vrille. Son rêve de devenir une rockstar, soutenu si longtemps par mes contributions forcées, se heurta à la dure réalité de devoir payer ses propres factures. Le producteur de musique qu'il était censé rencontrer, une réunion qui avait précipité toute la crise de l'ordinateur portable, s'avéra n'être rien de plus qu'un type que mon père connaissait de la salle de sport, qui avait été autrefois roadie pour un groupe de reprise local. Il n'y avait pas de contrat d'enregistrement, il n'y avait pas de grande percée. Il y avait juste le silence du studio au sous-sol, qui n'était plus qu'un sous-sol. Il dut trouver un travail. Il finit par travailler dans un grand magasin d'électronique, un endroit rempli du genre de matériel coûteux qu'il rêvait de posséder. L'ironie n'échappa pas à ma cousine. Mes parents, quant à eux, luttaient pour maintenir leur style de vie. Il s'avéra que leur mauvaise gestion financière allait bien plus loin que le simple financement de Léo. Ils étaient endettés jusqu'au cou, un fait qu'ils avaient réussi à cacher tant que j'étais là pour boucher les fuites. Sans mes revenus pour compléter les leurs, ils durent vendre la maison où j'ai grandi, la maison avec le studio au sous-sol. Ils emménagèrent dans un petit appartement exigu dans un quartier moins prisé de la ville. La honte publique fut aggravée par une ruine financière privée. Selon ma cousine, ma mère passait la plupart de ses journées à pleurer, pleurant la perte de son statut social. Mon père devint renfermé et amer, buvant plus qu'il n'aurait dû. Il me rejetait la faute pour tout, bien sûr. Dans leur version des faits, ils étaient les victimes d'une fille cruelle et vengeresse, qui avait détruit leur vie sans raison. Jamais, pas un seul instant, ils ne reconnurent leur propre rôle dans le désastre. Il n'y eut aucune prise de responsabilité, aucun remords. En entendant ces histoires, je m'attendais à ressentir quelque chose. De la schadenfreude, de la pitié, peu, être même une lueur de culpabilité. Mais je ne ressentis rien. C'était comme entendre parler des malheurs d'étrangers. Leur vie, qui avaient été autrefois si inextricablement liées à la mienne, me semblait maintenant à 1 million de kilomètres. Leurs problèmes n'étaient plus mes problèmes, leurs crises n'étaient plus mes urgences. J'avais démissionné de mon poste de gestionnaire de crise et l'entreprise avait fait faillite peu de temps après. C'était une triste histoire, mais ce n'était plus mon histoire. Mon histoire ne faisait que commencer. Ma vie avec Marc fut une révélation. C'était un partenariat fondé sur le respect mutuel, le soutien et un amour partagé pour les mauvais films de science-fiction. Notre maison était un sanctuaire, un lieu de paix et de rire.
Il n'y avait pas de drame fabriqué, pas de mines émotionnelles. Nous avions des désaccords, bien sûr, mais nous les résolvions en parlant, en écoutant, en nous excusant. C'était une dynamique si saine et normale qu'elle en paraissait révolutionnaire. Nous avons commencé nos propres traditions. Le dimanche, nous partions en randonnée puis nous préparions un grand dîner ensemble. Nous organisions des soirées-jeux avec des amis, notre petit appartement rempli de chaleur et de camaraderie facile. C'étaient mes gens, ma famille choisie. Des gens qui célébraient mes succès sans une once de jalousie, qui écoutaient mes problèmes sans essayer de se les approprier, qui m'aimaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour eux. Un soir, environ 1 an après la remise des diplômes, Marc et moi regardions de vieilles photos. Il tomba sur une photo de moi de ma première année d'université. Sur la photo, j'avais l'air épuisé, mon sourire mince et tendu. Il y avait des cernes sous mes yeux. Je me souvenais de ce jour-là. Je venais de terminer un double service au restaurant et j'avais un partiel le lendemain matin. Ma mère m'avait appelé 1 heure plus tôt pour demander de l'argent pour l'une des urgences de Léo. Je ne reconnais même plus cette personne, dis-je doucement, traçant le contour de mon propre visage fatigué. Elle a l'air si piégée. Marc passa son bras autour de moi. Elle l'était, dit-il. Mais c'était aussi une battante. Elle ne le savait juste pas encore. Il avait raison. Cette fille fatiguée et piégée avait un noyau d'acier qu'elle n'avait pas encore découvert. C'est elle qui cumulait 3 emplois, qui excellait dans ses cours, qui endurait la manipulation émotionnelle constante et qui, à la fin, trouva le courage de tout réduire en cendres pour se sauver. Je ressentis une vague de compassion et de fierté pour elle, pour la personne que j'étais. J'avais dû traverser ce feu pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Les cicatrices étaient là, pâles et argentées, mais elles ne faisaient plus mal. Elles n'étaient qu'un rappel du chemin parcouru. Elles étaient une carte de mon évasion. J'avais appris à mes dépens que la famille n'est pas toujours un havre de paix. Parfois, c'est la tempête. Et la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de prendre le large et de trouver votre propre rivage. 2 ans après ce que mes amis et moi appelions maintenant en plaisantant le discours, j'ai été promue à un poste d'analyste senior dans mon entreprise. La promotion s'accompagnait d'une augmentation significative et Marc et moi avons décidé qu'il était temps d'acheter notre propre maison. Nous avons trouvé une petite maison avec un petit jardin et une cuisine claire et ensoleillée, un peu comme celle dont j'avais rêvé toutes ces années. Le jour où nous avons eu les clés, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement si profond qu'il m'a presque donné le vertige. C'était à moi, à nous. Construit non pas sur le sacrifice et l'obligation, mais sur le travail acharné, le partenariat et l'amour. J'avais une vie calme, stable et heureuse. C'était la vie que mes parents avaient toujours prétendu vouloir pour moi. Mais c'était une vie que je ne pouvais atteindre qu'une fois libérée d'eux. Je ne leur ai plus jamais parlé. J'ai appris par ma cousine qu'ils avaient déménagé dans un autre état, espérant échapper à l'ombre du scandale que j'avais créé. Léo, apparemment, est parti avec eux. Eux 3, un minuscule écosystème toxique, à la dérive dans un nouvel endroit, sans personne à exploiter à part eux-mêmes. Je me suis parfois demandé s'ils parlaient de ce jour-là, s'ils ressentaient une lueur de remords. J'en doutais. Les gens comme eux ne changent pas. Leur vision du monde est construite sur des fondations de droit et de blâme. Dans leur histoire, ils seront toujours les victimes, et je serai toujours la méchante. Et j'ai appris à l'accepter. Je préfère être la méchante dans leur histoire qu'une victime dans la mienne. Être la forte dans une famille dysfonctionnelle est un piège. C'est un rôle qui sonne comme un compliment, mais qui est en réalité une condamnation à perpétuité à la servitude. Votre force n'est pas pour vous, elle est pour eux. C'est le barrage qui retient le flot de leur irresponsabilité. Mon barrage a dû se rompre pour que je sois libre. L'inondation fut désordonnée et destructrice, mais elle a balayé le paysage toxique et a permis à quelque chose de nouveau et de sain de pousser à sa place. Ma vie est la mienne maintenant. Mes succès sont les miens. Ma paix est la mienne. Je l'ai méritée. Je me suis battue pour elle. Et je ne laisserai plus jamais, jamais personne me la prendre. Le silence de ma famille est devenu un élément permanent de ma vie, un bourdonnement de fond silencieux que j'ai fini par ne plus remarquer. Ce n'était plus un silence de colère et de punition, mais simplement une absence. Ils étaient partis. L'espace qu'ils avaient occupé dans ma tête, le vaste et encombré terrain mental dédié à anticiper leurs besoins et à gérer leurs émotions, était maintenant vide. Je l'ai rempli d'autres choses, de modèles financiers complexes et de projets de travail stimulants, de plans pour un voyage en Italie avec Marc, de l'apprentissage de la fabrication du pain au levain, de soirées tranquilles, passées à lire dans notre nouvelle maison. La paix était absolue. Mais l'histoire de mon discours de remise de diplôme est devenue une partie de ma mythologie personnelle. Quand je parlais de ma famille à de nouveaux amis, je disais simplement
Nous sommes en froid, et je m'en tenais là. Mais pour ceux qui connaissaient toute l'histoire, c'était un moment déterminant. C'était le jour où je me suis choisie. C'était le jour où j'ai cessé d'être un personnage secondaire dans le drame de quelqu'un d'autre et suis devenue l'héroïne de ma propre vie. La question de savoir si j'étais allée trop loin me traversait parfois l'esprit au milieu de la nuit. Y avait-il une autre solution? Aurais-je pu obtenir la même liberté sans le spectacle public, sans la démolition complète et totale de la réputation de ma famille? J'imaginais les scénarios. J'aurais pu simplement partir tranquillement. J'aurais pu continuer à dire non, à fixer des limites, et à endurer leur campagne croissante de culpabilité et de manipulation en privé. Mais honnêtement, je ne pense pas que cela aurait fonctionné. C'étaient des maîtres de la guerre privée. Leur pouvoir résidait dans l'ombre, dans les moments silencieux et sans témoins de gaslighting et de chantage émotionnel. Tant que la bataille se déroulait à huis clos, ils auraient toujours le dessus, car ils n'avaient aucune règle d'engagement. Tout leur système dépendait de l'illusion de la normalité, de l'image publique d'une famille heureuse et solidaire. La seule façon de gagner était d'allumer les lumières. L'exposition publique n'était pas seulement un acte de vengeance, c'était un acte de survie. C'était la seule arme que j'avais et à laquelle ils étaient vulnérables. La honte. Ils étaient immunisés contre la raison, les supplications, ma propre douleur. Mais ils n'étaient pas immunisés contre la honte. C'était leur kryptonite. Faire exploser cette bombe sur la scène de la remise des diplômes fut désordonné et cela a causé beaucoup de dommages collatéraux. Mais ce fut aussi définitif. Cela a mis fin à la guerre en une seule explosion enflammée. Il n'y a pas eu de siège long et interminable. Il n'y avait aucun doute sur le vainqueur. C'était une rupture nette, une rupture totale. Et dans la vie calme et paisible que j'ai construite sur les cendres, je n'arrive pas à le regretter. Un après-midi, en nettoyant une vieille boîte de rangement, j'ai trouvé le programme de ma remise de diplôme. Je l'ai feuilleté, mes yeux parcourant la liste des noms, les photos des professeurs, le programme des événements. Et c'était là, discours de la lauréate par Lisa Myers. J'ai souri. J'ai pensé aux deux discours, celui que j'étais censée prononcer et celui que j'ai réellement prononcé. Le premier était un mensonge, une fiction soigneusement construite pour maintenir une paix fragile et toxique. Le second était la vérité, une vérité si puissante qu'elle avait brisé cette paix pour toujours. J'ai réfléchi à la nature de la vérité. On nous enseigne souvent que la vérité doit être douce, qu'elle doit être livrée avec gentillesse et compassion. Mais parfois, la vérité n'est pas douce. Parfois, la vérité est un marteau. Et parfois, il faut être prêt à le brandir pour abattre les murs de sa propre prison. Ma famille avait construit une prison autour de moi, une prison d'obligation, de culpabilité et de dette émotionnelle. Et ils m'avaient convaincu que cette prison était un foyer aimant. La seule façon de sortir était de la nommer pour ce qu'elle était, d'exposer les barreaux et les serrures à la lumière du jour. La partie la plus insidieuse de leur contrôle était la manière dont ils avaient détourné le langage de l'amour et de la famille. « Nous te soutenons », disait-il, en vidant mon compte en banque. « Nous sommes fiers de toi », disait-il, en tenant mon succès pour acquis. « Nous sommes une famille », disait-il, en exigeant ma soumission. Ils avaient transformé les plus beaux mots en armes. Mon discours fut un acte de réappropriation. J'ai repris les mots, j'ai repris le récit, j'ai repris ma vie, j'ai remis le programme dans la boîte. C'était une relique d'une autre époque, d'une autre vie. La jeune fille qui s'était tenue sur cette scène me semblait être une ancêtre lointaine, une brave guerrière de ma propre histoire personnelle, dont le courage avait rendu ma vie actuelle possible. Je lui devais tout. Et je l'honorais en vivant la vie pour laquelle elle s'était si durement battue. Une vie de liberté, une vie de paix, une vie que j'avais moi-même façonnée. La dernière leçon que j'ai tirée de toute cette épreuve concernait la force. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais la forte. J'avais intériorisé cette croyance, la portant à la fois comme un fardeau et un insigne d'honneur. Je pensais que la force signifiait endurer, absorber et tolérer. Je pensais que la force résidait dans la quantité de choses que l'on pouvait porter pour les autres. J'avais tort. Ce n'est pas de la force. C'est simplement être une bête de somme. La vraie force ne consiste pas à savoir combien vous pouvez tolérer avant de vous briser, mais où vous tracez la ligne et refusez d'être brisé. La vraie force, c'est le pouvoir de dire non. C'est le courage de choisir son propre bien, être plutôt que le confort de ceux qui vous font du mal. C'est la volonté d'être perçu comme difficile ou égoïste par des gens qui ont un intérêt direct à votre soumission. Ma famille ne voulait pas que je sois forte. Ils voulaient que je sois infiniment accommodante. Ils louaient ma force tant qu'elle les servait. Au moment où ma force a servi à me protéger, ils l'ont appelée cruauté. Au moment où j'ai utilisé ma force pour construire une frontière au lieu de porter un fardeau, ils l'ont appelée trahison. Je le vois si clairement maintenant.
La dynamique n'a jamais été une question d'amour ou de famille. C'était une question de pouvoir et de contrôle. J'étais une ressource, un atout à gérer. Ma remise de diplôme, mon succès académique, était quelque chose qu'ils voulaient posséder, exposé dans leur vitrine de trophées familiaux. Mon discours, c'était moi brisant la vitrine et reprenant mon propre trophée. C'était moi déclarant que mes réalisations, ma vie et mon avenir m'appartenaient, à moi et à moi seul. Ils n'étaient pas à vendre, ils n'étaient pas à troquer, et ils n'étaient certainement pas disponibles pour être utilisés comme garantie pour la carrière musicale imaginaire de mon frère. Marc et moi nous sommes mariés par une fraîche journée d'automne, lors d'une petite cérémonie avec seulement une poignée de nos amis les plus proches. Ce fut une journée remplie de rires, de larmes de joie et d'un sentiment de paix profonde et inébranlable. Il n'y avait pas de drame familial, pas d'agenda caché, personne à satisfaire à part nous-mêmes. C'était parfait. Pendant la réception, ma meilleure amie, Sarah, qui avait été ma colocataire à l'université et avait été témoin pendant des années du dysfonctionnement de ma famille, apportait un toast. « Alisa, dit-elle en levant son verre, je n'ai jamais connu personne de plus fort, de plus courageux ou de plus méritant le bonheur. Tu m'as appris que parfois, il faut brûler son ancienne vie pour en construire une nouvelle. Et regarde la belle vie que tu as construite. » J'ai regardé autour de la pièce, les visages souriants de mes amis, ma famille choisie. J'ai regardé Marc, mon mari, mon partenaire, mon rock, et je savais qu'elle avait raison. C'était la vie que j'avais construite. Ce n'était pas la vie qu'on m'avait donnée. C'était la vie pour laquelle je m'étais battue. Les fantômes de mon passé avaient enfin disparu. Ils n'avaient aucun pouvoir ici. Ils n'avaient pas leur place dans cette pièce, dans ce mariage, dans cette vie. Ils avaient été bannis, non pas par la colère ou la haine, mais par quelque chose de bien plus puissant, le bonheur. Mon bonheur était ma victoire ultime, ma paix était ma vengeance finale. Et c'était tellement plus doux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Le passé était une histoire que je pouvais maintenant raconter sans douleur, une leçon que j'avais apprise, une bataille que j'avais gagnée. L'avenir était une page blanche, et pour la première fois de ma vie, j'étais la seule à tenir le stylo. Des années ont passé, ma vie est pleine et heureuse. Marc et moi avons maintenant 2 enfants, un garçon et une fille. Et en les élevant, je suis tellement consciente des leçons que j'ai tirées de ma propre éducation. Je leur apprends que l'amour n'est pas une obligation, que le soutien est une voie à double sens, que non est une phrase complète et une réponse valide, que leurs rêves leur appartiennent et que leur valeur est inhérente, non basée sur leur utilité pour qui que ce soit d'autre. Je leur donne l'enfance que je n'ai jamais eue, une enfance libre de manipulation émotionnelle et de responsabilité parentifiée. Je les élève pour qu'ils soient forts, non pas de la manière dont on m'a dit que j'étais forte, mais vraiment forts, résilients, indépendants, et sûrs de savoir qu'ils sont aimés inconditionnellement. Je n'ai aucune idée de ce qu'il est advenu de mes parents ou de mon frère. Ils sont un chapitre clos, un livre que je n'ai aucun désir de rouvrir. Pour autant que je sache, ils pourraient vivre à côté, et je ne les reconnaîtrais pas. Ils sont des étrangers pour moi maintenant, des fantômes d'une vie antérieure. Parfois, je me demande si mes enfants poseront un jour des questions sur eux, sur les grands-parents et l'oncle qu'ils n'ont jamais rencontré. S'ils le font, je leur dirai la vérité d'une manière adaptée à leur âge. Je leur raconterai l'histoire d'une très jeune femme courageuse qui a dû faire un choix très difficile pour se sauver. Je leur dirai que parfois, les personnes qui sont censées vous aimer le plus sont celles qui vous blessent le plus. Et qu'il est normal de s'éloigner des personnes qui vous font du mal, même si vous partagez le même sang. C'est une dure leçon, mais une leçon nécessaire. C'est la leçon qui m'a sauvé la vie. Donc, je maintiens mon choix. Je n'ai aucun regret. La nature publique de ma rébellion était la seule chose qui aurait pu me libérer. C'était une politique de la terre brûlée, mais le sol était empoisonné dès le départ. Rien de sain n'aurait jamais pu y pousser. J'ai dû tout réduire en cendres pour recommencer. Mon discours n'était pas seulement un moment de défi. C'était un acte de création. En ces 10 minutes, j'ai détruit l'ancienne Lisa, la fille docile, pacificatrice et souffre-douleur. Et de ces cendres, j'en ai créé une nouvelle. Une femme qui connaissait sa propre valeur, qui se battait pour son propre bonheur et qui ne se laisserait plus jamais être un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. C'était le discours le plus important que je prononcerai jamais. C'était ma déclaration d'indépendance, ma proclamation d'émancipation. Et c'était le début de ma vraie vie. Mais je me demande toujours ce que vous en pensez, ce que le monde en pense. Quand on est poussé à la limite absolue, quand on est piégé dans un système d'abus déguisé en amour, quelle est la bonne façon de se défendre? Suis-je allé trop loin, en utilisant une tribune publique pour exposer et humilier ma famille? Ou était-ce
le seul moyen de gagner une guerre contre des gens qui n'avaient ni honneur, ni pitié, ni honte. Dites-moi ce que vous en pensez.